Donc, je suis doctorante dans la Vaudoise qui vient juste de partir. Faites-moi si, hein, je sais pas. Donc, parmi les projets qu'on a au labo, on a un projet qu'on appelle le projet Transcan, qui est un projet, qui est un consortium européen avec plusieurs partenaires européens. Andreas est le coordonnateur, on a aussi des partenaires, et notamment des partenaires de bioinformatique, parce qu'on a des big data comme on a dit précédemment. Donc, on a besoin de bioinformaticiens qui sont à Bordeaux et collaborateurs très importants en Italie qui sont nos cliniciens, nos neurochirurgiens et qui viennent la cohorte de patients. Et donc, on a étudié, donc c'est pas les glioblastomes, c'est les gliomes, ce qu'on appelait avant de bas grade, qu'on appelle IDH muto. Et donc, je pense que j'ai avoir le même problème pour la slide. Ouais. C'est la différence entre Mac et PC, mais ça devrait aller. D'accord. Ah, désolé. Ça, donc, on a certains projets au labo qui sont donc au labo et ensuite on espère de trouver une fonction d'une protéine, un mécanisme, éventuellement une cible thérapeutique pour l'aborder avec lui. Et on a aussi des projets au labo qui partent des patients, des données des patients, et c'est le cas du Transcan. Et l'observation qu'on a eue, peut-être que vous le savez, c'est que les gliomes IDH mutés, ils ont une grande variété de la survenue de la récurrence. La récurrence, elle peut, dans tous les cas, elle arrive, mais elle peut arriver à 3 ans, comme elle peut arriver à 10 ans, et potentiellement, c'est pas le même traitement et c'est pas les mêmes groupes de patients. Donc, notre objectif, c'était aussi de trouver un moyen de stratifier ces patients en 2 groupes de survenue de récurrence entre un fort risque et un bas risque. Et donc, pour ce projet, on a eu 3 objectifs. Le premier, c'était d'associer des fonctions moléculaires et biologiques dans les tumeurs en fonction du statut du PET scan et en fonction du statut histologique. C'était un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de montrer qu'on peut aussi intégrer les données du PET scan. C'est quelque chose que le PET scan, ça fait partie des fois du diagnostic, et ça peut aussi, on peut aller plus loin en l'intégrant, et ce qui permettrait de mieux stratifier les patients dans ces 2 groupes que je vous ai dit. Et enfin, troisième objectif, établir des signatures de la récurrence, c'est-à-dire établir des listes de gènes, des listes de protéines, ou des listes même de caractéristiques d'imagerie qu'on extrait en fait des IRM et des PET scans pour toujours le même objectif, stratifier les patients. Ok, toutes les images sont vues. Toutes les images. Bon, les images en fait. Ok. Peu importe. L'idée, c'est que on avait 150 patients au départ qu'on a diagnostiqué, enfin que les cliniciens en Italie ont diagnostiqué d'un point de vue histomoléculaire comme étant des gliomes de bas grade et avec mutation dans le gène IDH. Et dont on a aussi assez de données d'IRM et d'imagerie en général. Donc ces patients, comme vous le savez, ils suivent le parcours normal de la thérapie avec des IRM et des PET-CR et ensuite une chirurgie. C'était beaucoup plus joli quand je l'ai fait, la diapo, mais peu importe. Donc, à partir des IRM, c'était joli quand je l'ai fait, peu importe. Donc, à partir des images d'IRM que vous avez en présence, c'est qu'on peut faire le contour de la tumeur, donc une segmentation de la tumeur, et ensuite on mesure des quantité sur ces images-là, ce qu'on appelle de la radiomique. La radiomique, en fait, c'est de convertir ce que l'on voit sur l'image d'IRM en quantité, en fait, en chiffres, qui seront beaucoup plus faciles à manipuler. Ce sera pas juste qualitatif, ce sera quantitatif. Et de la même manière, donc, après la résection, les pathologies, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un diagnostic. En fait, ils ont des lames avec des bouts de tissus, des sections de tissus, qui sont utilisées pour le diagnostic et notamment pour détecter la mutation IDH. Et nous, on l'a utilisé aussi pour quantifier les autres protéines sur ces patients et avec les autres échantillons. Est-ce qu'on voit avec ça? Non. Alors, les autres échantillons de biopsie, on a fait de la transcriptomie. Cette fois, donc pas pour regarder les protéines, mais pour regarder aussi les vers. Donc à la fin, on se retrouve avec une quantité énorme d'imagerie IRM PET, des gènes et des protéines, en plus des données cliniques des patients. Et donc pour ça, on a besoin de passer par le machine learning, et c'est là où les collaborateurs
notamment à Bordeaux, les biostatisticiens, les bioinformaticiens étaient très importants. Donc, ils ont utilisé ce qu'on appelle le machine learning. Je pense qu'en français, on dit apprentissage automatique. Donc, ils sont des algorithmes qui permettent d'identifier, en fait, des algorithmes qui apprennent tout seuls et qui permettent d'identifier des patterns et donc de faire des sous-groupes de patients, donc soit de la classification, donc par exemple en 2 groupes de patients, ou soit de la prédiction, prédire la référence dans notre cas. Et nous, on s'en est servi pour améliorer le diagnostic et améliorer, donc ce que je vous ai dit, la stratification des patients, savoir quel patient va avoir une récurrence précoce et lequel a moins de chance d'avoir une récurrence précoce. Et donc, ces algorithmes-là, ils sont alimentés par des données qu'on appelle des données input et qui sont générées via ces big data dont on vous a parlé déjà. Donc, par exemple, les données omiques permettent d'obtenir l'expression des gènes et des protéines. Les données d'imagerie permettent, par exemple, d'obtenir la taille de la tumeur, le volume de la tumeur. Et ça, c'est pour simplifier parce qu'on génère des centaines d'autres caractéristiques d'imagerie. Et troisième donnée, c'est les données cliniques. Et nous, on s'est intéressé au temps jusqu'à la récurrence. Et donc, la première analyse qui a été faite, donc, c'est les cliniciens en Italie qui ont défini déjà 2 groupes de patients, ceux qui avaient un signal un signal positif pour le PET scan. C'est ce que vous voyez en rouge en haut. C'est une tumeur qui est active métaboliquement, qui a un signal PET positif, et une tumeur négative. On se demandait est-ce que cette stratification-là des patients était suffisante pour obtenir 2 groupes vraiment distincts en termes de récurrence. La réponse est non. Le statut PET scan, tel que défini par les cliniciens, n'est pas prédictif de la survenue de la récurrence, je précise, dans les gliomes de bas grave, le TIVH. Néanmoins, donc, même si c'est pas prédictif, ils ont, ces 2 groupes de patients expriment une liste de gènes, une liste de protéines qui sont différents et donc qui présupposent des fonctions différentes et peut-être aussi donc des cibles thérapeutiques qui sont pas les mêmes. Et de la même manière, on avait aussi classifié les patients en fonction de leur diagnostic. Donc, astrocytome en rouge, oligodendrogliome en bleu. Pareil, là, il n'y a pas de différence de survenue de la récurrence, même si ces 2 groupes ont l'air d'avoir des fonctions biologiques différentes. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en combinant ces 2 critères, vous additionnez le PET scan et le diagnostic histomoléculaire, et là, on obtient 4 groupes, et notamment 2 groupes pour voyer d'extrémité. Donc, le groupe qui a une moins bonne, qui a une récurrence en tout cas plus précoce, qui a 3 ans, c'est l'astrocytome qui est en PET positif. Et celui qui a la meilleure, donc la réponse la plus tardive, c'est l'oligodendrogliome PET négatif. Mais vous voyez que ça avait quand même 2 groupes qui sont au milieu et qu'on n'a pas réussi à bien séparer. Et donc, pour bien les séparer, c'est là où on a fait intervenir les bioinformaticiens, on a fait intervenir les algorithmes de machine learning, notamment pour établir des listes de gènes. Dans la réalité, ces gènes ont des noms, c'est juste que là, c'est pas publié, donc on a mis gène X1, X2. Donc, avec les algorithmes, on a établi une liste de 3 gènes. Et donc, avec cette liste de 3 gènes, en fait, on s'est rendu compte que lorsque les patients avaient une faible expression de ces 3 gènes-là, ils étaient plutôt classés dans les patients qui ont une récurrence précoce. Et de la même manière avec les protéines, on a identifié 4 protéines qui, pareil, lorsqu'il y a une faible expression de ces protéines-là dans la tumeur, les patients avaient plutôt une récurrence précoce et qui était significative. Donc là, vous voyez quand même qu'il y a une amélioration par rapport à juste utiliser des observations cliniques. Là, on a quand même des données chiffrées et qui servent à la stratification des patients. Et en plus des signatures moléculaires, on a établi des signatures d'IRM et notamment une liste de 2 critères qui sont mesurés sur les images d'IRM qui étaient, alors pour simplifier, en vrai ça s'appelle maximum 2D diameter row par exemple. En gros, ça veut dire diamètre de la tumeur, donc grosseur de la tumeur. Et le deuxième, c'est volume de la tumeur tel que mesuré sur l'IRM.
Et en fait, donc ces patients qui ont un fort score pour ces deux critères-là, niveau 100, c'est les patients qui ont une récurrence qui est plus précoce. Et en fait, c'est intuitif parce que ça veut dire plus la tumeur est grosse et plus le patient va avoir une récurrence qui est précoce. Et enfin, la dernière observation. Oui. En fait, ça c'est le diamètre sur l'IRM 48 heures avant la résection. Donc c'est vraiment des données qui arrivent très précocement dans le diagnostic. C'est vraiment dans les tout premiers instants du diagnostic. Et c'est pour ça même que c'est intéressant parce que c'est des classifications qu'on peut faire tout de suite. Et par exemple, l'IRM, c'est une classification qu'on peut faire même avant d'opérer les patients. Et donc, une autre observation qu'on a eue, c'était alors quand on repartait de la signature de gènes que je vous ai montré précédemment, mais que là on incluait d'autres caractéristiques, par exemple en haut une caractéristique d'IRM ou en bas une caractéristique issue du PET scan, on améliorait d'autant plus la signature, donc on améliore d'autant plus la stratification des patients dans des groupes de fort risque et de bas risque. Et donc pour résumer ça, alors le projet Transcan, c'est une analyse multimodale. Multimodale, ça veut dire qu'on étudie l'expression des gènes, l'expression des protéines, caractéristiques de radiologie et données cliniques des patients, tout ensemble. Et le but final, c'est de trouver un moyen d'améliorer la stratification des patients avec un bilan IDH muté. Et donc, ce que je vous ai montré, c'est qu'on a établi des signatures de gènes, des signatures de protéines, des signatures d'imagerie, seules ou combinées ensemble, et qu'on a aussi renforcé le fait que peut-être intégrer le statut PET scan dans le diagnostic pouvait aussi bien stratifier les patients. Ça reste une première étude, il faudra quand même le confirmer avec d'autres études, et donc des études cliniques qui, premièrement, confirmeront que les biomarqueurs sont bien des biomarqueurs, et ensuite, ces biomarqueurs-là, ils peuvent être plus que biomarqueurs, ils pourraient aussi avoir un rôle, et donc ça, ce serait repartir dans un labo et étudier, donc faire des PAO comme Thomas, donc ça, c'est vraiment repartir au labo pour étudier les fonctions de ces biomarqueurs qui peuvent être, du coup, des cibles thérapeutiques. Et donc avec ça j'ai fini. Alors la diapo de remerciement, c'est surtout aussi pour vous montrer. Donc on a un labo coordinateur, c'est le labo d'Andreas ici, dans lequel je suis. On a deux partenaires principaux à Bordeaux qui sont des biostatisticiens et bioinformaticiens et qui gèrent vraiment tout ce qui est machine learning, algorithmes et big data. Et les plus gros partenaires aussi, c'est quand même l'Italie, à Milan, l'hôpital de Milan, avec tous les patients et les cliniciens. Et puis ensuite, on a aussi un petit peu partout ailleurs en Europe des partenaires. Merci.